Assa Traoré était invité. Rokhaya Diallo y a défilé pour L'Oréal. Certains dénoncent un paradoxe entre le combat contre les privilèges, l'injustice, la police, le capitalisme et leur présence. Qu'en pensez-vous? D'abord et avant tout que la Fashion Week, au Québec, on appelle ça la semaine de la mode. Je le dis comme ça. La langue française ne capitule pas chez nous. Fin de l'édito. Sur le point qui nous intéresse, alors, on a vu effectivement Rokhaya Diallo défiler, je pense que c'était pour L'Oréal, si je ne me trompe pas. Elle défilait magnifique, souveraine, conquérante même, à bien des égards, sûre d'elle-même, et elle n'était pas seule. On sait que quelques jours auparavant, si je ne me trompe pas, Assa Traoré s'y était aussi montrée, et elle qui avait été associée, je crois, l'an passé à Louboutin, si je ne me trompe pas. Donc tout cela nous donne l'image aujourd'hui de ce que Tom Wolfe appelait le radical chic, hein, ou encore on pourrait dire extrême gauche et haute couture. On pourrait dire à tout le moins que le racialisme, l'indigénisme, la pensée décoloniale représentent aujourd'hui un des nouveaux visages du chic mondain, une des nouvelles manières de se mettre de l'avant en société, et plus encore en prétendant quelquefois grimer tout cela d'anticapitalisme. Et on se retrouve ici devant les charmes ou les perversions du capitalisme, qui est capable de récupérer chacun de ses critiques pour les propulser au premier rang et les rallier à sa cause. Mais ce qui est fascinant ici, c'est que l'industrie de la haute couture, donc, n'hésite pas à s'approprier de la manière la plus militante qui soit une idéologie qui est quand même fondée aujourd'hui sur la racialisation des rapports sociaux, sur la détestation des pays occidentaux, sur la condamnation de l'histoire de France de son premier jour au jour d'aujourd'hui. Donc, on se retrouve avec une industrie de la mode qui, loin justement d'être dans un rapport dépolitisé à l'esthétique, nous propose en fait, appelons ça, c'est le moment de l'extrême gauche Louboutin. C'est le moment aujourd'hui de cette volonté, en fait, de s'approprier les causes américaines qui circulent dans l'air et se les approprier pour en faire des symboles du progrès français. Des symboles, mais on devient des stars, en fait, en se les appropriant. Comment expliquer à Mathieu Bock-Côté cette fascination pour une figure, pour des figures, on va dire, qui sont souvent décrites comme justement des personnalités qui ne cachent pas leur hostilité à la France? Eh bien voilà, nous sommes dans le point d'aboutissement de la logique de la déconstruction. Et ça, il faut voir à quel point aujourd'hui, il y a chez nos élites intellectuelles, médiatiques, culturelles, une véritable névrose anti-occidentale. C'est à celui qui sera le plus anti-occidental dans sa présentation donc, du pays, de la mode, et au-delà de ça, même quelquefois, des codes culturels les plus fondamentaux. C'est la passion de la déconstruction poussée à l'extrême. Et l'industrie de la mode donne en ces matières une forme de vernis sophistiqué à cette passion de la déconstruction qui vire quelquefois au nihilisme. On l'a vu ces dernières décennies avec la guerre menée contre les représentations du masculin et du féminin, jusqu'à cette idée qu'il fallait toujours provoquer la confusion des genres, abolir le masculin, abolir le féminin, les mélanger l'un l'autre, célébrer le visage de célébrer l'androgyne comme le nouveau visage de l'homme nouveau finalement. Aujourd'hui, le rapport à l'idéologie trans qui porterait un nouveau visage de l'émancipation parce que la fluidité se substituerait aux identités fixées. Et de ce point de vue, l'industrie de la mode joue un rôle véritablement parce que quoi qu'on en pense, l'habit fait le moine. Quoi qu'on en pense, la manière dont les hommes et les femmes se vêtissent a une signification culturelle, sociale, civilisationnelle. Nous le savons évidemment par des questions comme le voile, mais ça va bien au-delà, soit dit en passant, l'industrie de la mode tend à normaliser aujourd'hui de plus en plus les symboles d'un islam militant. Mais au-delà de ça, on se retrouve donc dans cette vieille évidence oubliée, c'est que oui, l'habit fait le moine, et dans la volonté de déconstruire, d'avachir, de nier, en fait, des codes culturels et même des repères naturels, l'existence de l'homme et de la femme, il y a une dimension révolutionnaire qui ne dit pas son nom, mais ce n'est plus la révolution anticapitaliste, c'est la révolution anti-occidentale et anti-humaniste. Autrement dit, l'esthétique bascule dans le domaine de la guerre culturelle, selon vous? Oui, et je crois que Mme Diallo en est la première consciente. Elle diffusera très bientôt un documentaire sur l'image de la Parisienne. Et elle se désole qu'on se représente la Parisienne, dit-elle, comme donc, une femme blanche, blonde, mince, ainsi de suite. Elle a une représentation caricaturale de la Parisienne et dit « tout ça est discriminatoire, je ne me reconnais pas dans cette image de la Parisienne ». Mais au nom de cette même logique d'inclusion, Mme Diallo souhaiterait-elle que demain on représente le Togo
Togolais typique à la manière d'un Suédois ou d'un Ukrainien? Faudrait-il représenter le Malien typique avec les traits d'un Islandais ou d'un Texan? J'aimerais comprendre où est-ce que c'est simplement dans les sociétés occidentales et en France en particulier que lorsqu'on propose une représentation ancrée dans une histoire, ancrée dans une esthétique, ancrée dans certains traits qui existent inévitablement, eh bien, ce serait raciste, discriminatoire. Est-ce que véritablement, c'est simplement les sociétés occidentales qui doivent s'auto-dynamiter au nom de la célébration de la diversité? C'est une question que j'aimerais lui poser. Mais au-delà de ça, revenons-y. Oui, l'esthétique est politique aujourd'hui. Celui qui, dans une société, a le pouvoir de définir le beau et le laid, le juste et l'injuste, le désirable et le répugnant, le rétrograde et l'avenir radieux. Celui qui a ce pouvoir a un pouvoir plus important que le pouvoir politique parce qu'il fixe les catégories de l'esprit, il fixe les catégories mentales, il délimite l'espace du pensable, il parvient même, je le redis, à définir le répugnant. Et celui qui peut définir le répugnant et le désirable a un pouvoir sur les esprits bien plus grand que celui qui, quelquefois, peut avoir une fonction élective bien temporaire. Ma belle Charlotte, vous avez peut-être une réaction par rapport à celui qui peut définir le répugnant? C'est-à-dire qu'en fait, moi, ce que j'entends absolument la participation idéologique de ces grandes marques et plus largement des monstres du capitalisme qui étaient hier dénoncés par les mêmes gens qui aujourd'hui sont mis en avant. Et j'y ajouterais simplement l'aspect extrêmement cynique de la part de marché, tout simplement. Et effectivement, déconstruire les personnes et considérer les gens que comme des individus qui sont susceptibles demain de consommer, c'est évidemment le paradis vers lequel tendent toutes les grandes entreprises dans le monde. On sait en plus qu'elles sont très implantées aux États-Unis. Et ce qu'on note, et moi ce que je note en particulier, c'est que s'investir pour ces marques-là auprès de militants d'extrême gauche, indigénistes, décoloniaux, on ne risque rien culturellement, médiatiquement, politiquement en France. L'inverse, ce serait la curée sur ces marques-là. Donc il y a une tradition de harcèlement, de boycott qu'il y a à l'extrême gauche très rapidement, qu'il n'y a pas du tout dans d'autres militantismes, on va dire, politiques en France. Est-ce que les entreprises doivent être neutres politiquement? C'est une question aussi. Non, c'est pas qu'elles doivent l'être, mais on peut souligner qu'elles ne le sont pas. Mais moi, je crois que la grande force, vous savez, Éric Zemmour dit toujours la grande force de la gauche, c'est déconstruction, dérision, destruction. Le capitalisme, sa grande force, c'est identification de la contestation, absorption et digestion. Et le capitalisme a toujours fonctionné comme ça. Il a toujours fini par digérer les contestations. Et en ce qui concerne la culture woke, l'indigénisme, effectivement, c'est identifié comme une menace parce qu'il y a un énorme potentiel de dénonciation de la part de ces mouvements à l'égard des marques si elles ne rentrent pas dans les codes. Et donc, elles ont absorbé ça aujourd'hui à leur propre compte. Avec en plus cette idée que ce qui se passe là, et d'ailleurs c'est ce que dit Mathieu régulièrement, moi je suis toujours un petit peu sceptique sur l'emprise de la culture woke sur la société française, mais non, en réalité, voilà, la mode nous montre que c'est l'avant-garde d'une tendance qui sera sans doute majoritaire dans quelques années, qui sera peut-être combattue dans 10 ans, dans 20 ans, mais qui aujourd'hui est en train de reprendre pied dans la société française, et la mode vient nous le prouver. Alors Mathieu, vous allez répondre dans un instant. Marc Menon. Oui, bien on conditionne. Est-ce que vous imaginez par exemple Éric Zemmour défiler avec des chaussures avec des chaussures Louboutin moyen? Non, mais pas Louboutin, mais Ralph Lauren, Weston. Oui. Je ne sais pas, est-ce que ça choquerait? Je crois que c'est prévu pour la prochaine. Non, mais là encore, où on fait ça en essayant parce que on se laisse absorber, que l'on sert son petit ego. Est-ce que ces jeunes femmes sont conscientes que, en l'occurrence, le capitalisme se joue d'elles, même si ça nuit à notre société? Il n'en reste pas moins qu'elle se décrédibilise également. Parce qu'en étant dans ce monde de richesse, dans ce monde de clinquants, elle se coupe avec ceux qui pensent être représentés par ces jeunes femmes. Vous pensez? Non, mais je suis d'accord. La plus belle campagne de Louis Vuitton, rappelez-vous, c'était quoi? C'était Gorbatchev. Rappelez-vous, Gorbatchev posant avec un sac Louis Vuitton. C'était un coup marketing absolument incroyable. Et vous voyez, c'est ça, la puissance de digestion. Mais on est d'accord. Mais je suis d'accord avec vous. Mais c'est pour ça que là, il y a une sorte de perversion, mais c'est monstrueux. Et je trouve incroyable, parce que là encore, on a un libre arbitre. On se laisse tous manipuler. Il est quand même invraisemblable qu'il y ait toujours autant de monde, voire plus, dans ces magasins de mode, et qu'on ne refuse pas d'entrer dans cet avilissement général. Là, vous allez peut-être jusqu'à refuser d'entrer. Oui, c'est le gauchiste qui parle peut-être, mais c'est-à-dire que la question aujourd'hui, c'est pas
est-ce qu'il faut y aller ou pas? C'est surtout Si. qui y va Mais je crois et quelle idéologie véhicule ceux qui y vont. Et moi, je crois que là-dessus, il faut dire que nous sommes devant un propos un discours authentiquement révolutionnaire. C'est simplement que la révolution n'est plus anticapitaliste, elle est anti-occidentale. Et moi, je ne dis pas que je ne dis pas que les indigénistes ou les décoloniaux ont trahi la révolution. C'est comme si les marxistes avaient le monopole de la révolution. La révolution aujourd'hui se canalise donc dans la destruction des nations, dans la déconstruction des sexes, donc l'homme et la femme, de la civilisation occidentale, des derniers résidus de cette civilisation sur le plan architectural quelquefois, dans la volonté d'abattre ces symboles, qu'il s'agisse des statues, de réécrire les manuels d'histoire pour culpabiliser les peuples, pour les culpabiliser jusqu'au sens de leur origine. Donc, le visage de la révolution aujourd'hui, c'est ça. Le capitalisme est parfaitement capable de s'ajuster à ce nouveau visage de la révolution. D'ailleurs, il faut voir à quel point l'imaginaire de ces gens est complètement structuré par le capitalisme américain. Le capitalisme américain qui crée les catégories du désir, qui crée les catégories du succès, qui crée les catégories mentales à travers lesquelles se construit l'identité. Mais sur le fond des choses, si on parle d'une révolution véritable, elle se déploie. Et je dirais que le capitalisme croit peut-être user les indigénistes, mais je crois que les indigénistes font bon usage du capitalisme. Ils l'instrumentalisent bien. Et dans ce cas-là, nous avons donc une représentation conquérante et souveraine d'un pouvoir qui s'établit sous le signe du racialisme, mais qui se présente sous le signe du progrès. Il n'y a plus de citoyens, il n'y a plus des consommateurs. C'est ça le problème. Ou des tribus, c'est ça qui est le pire. C'est-à-dire qu'il n'y a plus d'individus, il n'y a plus de citoyens, il n'y a plus de nations, il n'y a que des tribus auxquelles nous sommes obligés d'appartenir. C'est une régression généralisée. Alors, celui qui peut définir le répugnant, c'est celui qui a le pouvoir. Je reprends une petite phrase. Ah oui, je crois. Et on va parler tout à l'heure dans la deuxième partie de l'émission du directeur général adjoint de l'AREM ce week-end, par exemple, qui a défini Éric Zemmour comme un virus. Laurent Ruquier également, on va essayer de... Vous voulez dire quelque chose? Oui, j'allais dire juste un petit mot. Notez la manière dont on parle quelquefois. On l'entendait sur une autre chaîne récemment. L'homme blanc hétérosexuel de plus de 50 ans. Oui. Lorsqu'on prononce ça, on le prononce sous le signe de manière la plus répugnante. Qui voudrait travailler dans une entreprise, disait-on, où la majorité du board, non pas du conseil d'administration, serait composée d'hommes blancs hétérosexuels de plus de 50 ans? On dit ça et on sent déjà qu'elle va vomir. Eh bien, aujourd'hui, nous savons qui est le répugnant. C'est cet homme. Nous est-il permis, nous qui... Moi, dans 10 ans, j'appartiendrai au club, pour les 50 ans. Eh bien, qu'on me permette de défendre à l'avance le club que je vais rejoindre